Donc on me demande très souvent si je suis influencée par la philosophie japonaise, en plus de toutes les autres influences. Ah oui, je suis très influencée par la philosophie japonaise, dont je me sens très proche. Alors j'allais dire comme énormément de gens de ma génération et des générations suivantes, puisque on a très souvent été nourris au manga et nourris en fait à une autre manière, j'allais dire, de rêver. C'est-à-dire que très souvent, pour les gens de ma génération, hein, moi je suis née en 72, donc c'est Récréa 2 qui nous a, nous en France, complètement bercés. Et avec, j'allais dire, tous les excès et tout le côté, j'allais dire, très carton-pâte, hein, papier mâché, et complètement shoujo, c'est-à-dire complètement, j'allais dire, déliquescent et plein de petits cœurs roses de Candy ou de Princesse Sarah, et de l'autre côté avec Goldorak et les Chevaliers du Zodiaque. Mais en même temps, nous avons été structurés générationnellement par ça, les générations suivantes aussi, alors plus intelligemment, hein, par Miyazaki ou tous les grands créateurs de manga. Voilà, et tout, effectivement, les animés, etc., etc. C'est important, en fait, de voir qu'il y a une espèce de diaspora culturelle qui s'est fait à partir du Japon, je pense, depuis Hiroshima. Parce que, en fait, Hiroshima nous a tellement marqué inconditionnellement en tant qu'être humain, voyez, à se dire qu'on aurait pu détruire la Terre, on a pu détruire des civilisations, et pire encore, en plus de tous les gens qui sont morts à l'instant T, en une seconde, avec la bombe atomique, les gens, dans les générations suivantes, ont déclenché des malformations, des cancers, des choses épouvantables qui étaient d'abord invisibles et puis qui se sont déclenchées au fur et à mesure pour découvrir en fait que la vie devenait stérile ou la vie devenait impropre. Et c'est vrai que le Japon, qui a toujours été marqué par une activité sismique très importante, donc qui a appris en fait la précarité à l'être humain, la capacité, j'allais dire, à aimer l'éphémère, à accepter en fait ce qu'on avait à vivre, a été de ce fait, si vous voulez, une espèce de modèle pour notre monde. En plus de ça, effectivement, l'invasion américaine, enfin l'invasion, la colonisation, non, c'est pas de la colonisation non plus, c'est de l'acclimatation américaine à partir de 1945, a fait que les Japonais, pour résister d'une certaine manière, ont aussi beaucoup accepté en fait de rentrer d'une certaine façon, d'accepter des codes occidentaux tout en conservant les leurs. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont fait de manière très intelligente, c'est qu'au lieu de résister à l'envahisseur, ils se sont acclimatés, ils ont accepté quelque part en fait pour continuer de perpétuer leur propre culture. Bon, alors tout ça pour dire que partout sur Instagram, partout, j'allais dire, dans les petits livres à la mode, on trouve en fait des petits, j'allais dire, des petits concepts japonais qui sont des petits concepts qui permettent de vivre. Donc le Japon, moi, c'est un pays que je connais assez bien, dans lequel j'ai été. C'est un des rares pays lointains, enfin c'est le pays lointain dans lequel j'ai été un certain nombre de fois dans ma vie. Et je suis très frappée d'abord par le fait que pour eux, la philosophie de vie n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'ils vivent très très profondément. Alors on peut juger, comme on peut juger de l'extérieur de toute façon de tout, cette société retardateur pour les femmes, ou j'allais dire trop traditionnelle ou trop ceci ou très cela. Le sujet n'est pas là, le sujet est en fait de voir ce que nous, en fait occidentaux, on peut apprendre de cette capacité, j'allais dire, à accepter la précarité, à accepter l'éphémère et à vivre avec. Donc un des premiers concepts en fait dont je voulais vous parler, c'est le kaizen, c'est-à-dire la capacité de progresser chaque jour. C'est-à-dire que nous, en fait, en Europe, on a tendance à penser que soit on a réussi quelque chose, soit on a raté. En fait, on a une grande difficulté à se mettre dans la continuité du temps, on a une grande difficulté à se dire chaque jour je recommence. Vous voyez, par exemple, si vous avez un objectif, si vous voulez perdre du poids, je sais pas moi, faire du piano, du violoncelle, apprendre une langue, trouver un travail, arrêter de faire des colères, dresser votre chien, on a tendance à se dire soit j'ai réussi, soit j'ai raté. Alors que là-dessus, un japonais va vous dire, bah, de toute façon, je suis obligé de réussir. Donc en fait, chaque jour, je vais essayer d'avancer un tout petit peu plus, c'est-à-dire chaque jour, en fait,
au lieu de me dire je dois progresser dans le temps, je vais me dire non pas même je fais un jour à la fois, mais je fais 1 heure à la fois. C'est-à-dire que chaque jour, j'essaye de faire un petit peu. Et même si j'ai pas réussi, assez, en fait, je fais un petit peu chaque jour. Et c'est très impressionnant de voir ce qu'on peut faire en un petit peu chaque jour. Par exemple, moi, je me suis dit que j'allais apprendre le japonais, puisque je ne sais pas si je retournerai au Japon, j'y suis allée de manière récente et je ne sais pas si j'y retournerai jamais. Donc je me suis dit, je vais apprendre le japonais pour que le japonais vive avec moi. Voilà, le problème c'est que j'ai pas le temps parce que je tourne des vidéos, je fais des cours, je fais des conférences, je fais plein de choses. Donc je n'ai pas le temps, donc je me suis dit, c'est pas grave en fait, je vais faire pour le coup Kaizen, c'est-à-dire que je vais faire au moins 1 minute de japonais par jour. C'est-à-dire au moins je vais travailler un kanji par jour, ou bien au moins je vais faire une ligne, effectivement, où je vais recopier une ligne de kana par jour, ou bien je vais lire un texte ou écouter du japonais au moins 1 minute par jour. Et je peux vous dire, ça marche, j'ai déjà bien progressé, je connais au moins 150 ou 200 kanji, donc c'est pas mal en quelques mois. Et puis un jour viendra, certainement on aura plus de temps. En tout cas, c'est très important de voir que sur les objectifs qui vous font peur, le fait de ne pas lâcher, de vous dire chaque jour je peux faire un petit peu, en fait mon pouvoir c'est de prendre un tout petit peu de temps, en fait c'est comme un, vous voyez, c'est comme un bâton d'Andromède, enfin d'Archimède dans votre vie, c'est-à-dire que vous ne savez pas tout ce que vous pouvez soulever avec très peu de temps. Chaque jour, faites un effort de plus, un tout petit peu de plus, c'est-à-dire que au Japon, on entend souvent, vous savez, Gambate, c'est courage, mais c'est courage, un petit pas de plus. C'est pas, en fait, courage, fais tout. C'est courage, je suis fatiguée, oui, mais fais quand même un tout petit peu en plus. C'est ça qui est important. En fait, au Japon, les gens... Alors, aujourd'hui, la société s'occidentalise, mais traditionnellement, les gens ne craquaient pas parce qu'en fait, ils étaient dans une continuité totale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temps de repos, il n'y avait pas de temps de vacances. Il y a peu de vacances au Japon. On était en fait dans une continuité totale. C'est-à-dire que dans le cadre de cette continuité totale, on pouvait accélérer ou ralentir. Mais en revanche, on était tout le temps en train de faire quelque chose. C'est-à-dire que se reposer, c'est faire lentement. Ce n'est pas ne pas faire. Et ça, c'est une chose que je trouve très inspirante, comme on dit aujourd'hui. Alors, il y a une autre notion qui est très mignonne, enfin, il y en a plein, c'est Ichigo Ichie, c'est un moment, une chance, c'est-à-dire que chaque moment, en fait, peut vous permettre de faire quelque chose et de le faire magnifiquement. C'est-à-dire que vous avez peut-être décidé quelque chose. Alors nous, en Occident, on est super fort pour faire des projets, pour faire des plans, pour anticiper des choses. Et en fait, ça nous rend, j'allais dire, insensibles à ce qui se présente. C'est-à-dire que à l'instant T, on peut faire quelque chose avec ce qui est là. C'est pas ce que vous avez prévu, c'est pas toute l'énergie que vous vouliez, c'est pas, voyez, vous avez prévu de faire une promenade, il y a un orage, vous la faites pas, etc. Il y a en fait à chaque fois quelque chose qui peut se présenter et qui peut être absolument incroyable. Le temps, en fait, ne va jamais être, et ça m'intéresse parce que c'est exactement la même structure qu'on étudie constamment en astrologie, c'est-à-dire que le temps n'est pas neutre, en fait, le temps, c'est une matière en fait d'ouverture, de fermeture, de moments favorables pour une chose ou pour une autre. Et en fait, quand on y devient attentif, on finit par développer quelque chose d'incroyable. Alors, il y a beaucoup de notions, je ne vais peut-être pas parler de tout, mais prenons celle-là qui s'appelle Motainai, c'est la notion de la gratitude pour les ressources et du fait de ne pas perdre les choses. Donc, j'ai une de mes étudiantes que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est une amie qui a vécu dans un pays en guerre. Elle est vietnamienne d'origine, elle a vécu dans un pays en guerre. Et en fait, elle me dit toujours que donc c'est quelqu'un qui habite en appartement, mais qui va en fait sauver l'eau des fleurs, l'eau de la vaisselle, pour aller, voilà, par exemple, donner de l'eau aux fleurs en bas, etc. En fait, c'est quelqu'un qui, par nature, ne gâche pas, et qui est pleine de gratitude. Alors pas comme on le fait, j'allais dire de manière un petit peu théâtrale aujourd'hui, c'est-à-dire que elle est contente, elle est consciente que avoir des ressources c'est quelque chose qui peut ne pas être là tout le temps. Et de ce fait, si vous voulez, il y a une appréciation, il y a un respect, il y a il y a une reconnaissance naturelle dans le fait d'avoir des ressources. C'est-à-dire qu'elle a une capacité que nous devrions avoir tous, que moi j'essaye d'avoir aussi, pour tout ce qu'on a. C'est-à-dire que, en fait,
ce dont on dispose est magnifique. C'est-à-dire que quand, en fait, effectivement, la vie vous fait un cadeau, quand quelqu'un vous fait un cadeau, c'est une ressource. Est-ce qu'on l'utilise dignement? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on cherche, nous, derrière l'accumulation de ressources? Probablement le temps d'acquérir la compétence que nous n'avons pas. Donc déjà, si on passe moins de temps, en fait, à chercher des ressources, on aura plus de temps pour développer des compétences. Et aussi, voilà, la question, c'est que vivre dans une société qui est riche est quelque chose qui ne doit pas en fait nous faire perdre notre attention pour ce dont on dispose. C'est une chose qui est très importante. Alors, alors je vous en ai noté une dizaine, donc forcément, je vais vous parler de tous. Non, pas 17, en fait, j'ai choisi. Donc, il y en a encore un. Omoyari, c'est la capacité, en fait, à penser quand vous agissez à l'impact que ça va avoir sur d'autres. C'est-à-dire que quand, en fait, vous avez une réaction, quand vous prenez une décision, quand vous faites quelque chose, certainement, vous avez des bonnes raisons de le faire. Moi aussi, on a tous des bonnes raisons pour agir comme on agit. On peut être affecté de quelque chose, on peut prendre mal quelque chose. Le problème, c'est comment, en fait, ça va être perçu. C'est-à-dire que si on se dit qu'on vit dans un monde d'interdépendance, en fait, on a toujours le choix entre deux attitudes, une attitude positive et qui va essayer en fait de redonner espoir ou de redonner confiance à la personne en face, ou une attitude destructrice qui va en fait entamer un capital de confiance chez quelqu'un, etc., et l'affecter. Donc, quand vous avez le choix entre deux attitudes, choisissez toujours celle qui peut construire la personne. Vous voyez, même si vous avez, vous êtes mécontent parce que vous avez dû faire quelque chose à la place de quelqu'un, ou que quelqu'un n'a pas fait quelque chose, ou que quelqu'un a mal réagi, vous pouvez tout à fait le faire remarquer, mais tout en laissant, j'allais dire, une porte ouverte à la personne, de manière en fait à ce que cette personne puisse éventuellement changer de direction, ou en tout cas, si vous voulez, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté, mais sans pour autant se sentir tellement bas, vous voyez, tellement mal, qu'en fait, elle ne pourra réagir que par de la violence et de l'agressivité. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on est agressif ou quand on dit ces cas de vérité à quelqu'un, bien loin de déclencher une prise de conscience, moi, j'ai jamais remarqué que l'agressivité déclenchait une prise de conscience. En fait, ce qui déclenche une prise de conscience, c'est vouloir réfléchir vraiment avec quelqu'un et j'allais dire, d'interagir avec cette personne pour faire passer à un autre niveau de compréhension et de conscience. En fait, il faut comprendre que quand on est dans un problème, on y est deux à chaque fois, ou trois ou quatre, mais qu'il va falloir fonctionner avec l'autre pour en sortir. Donc en tout cas, pensez toujours que d'une certaine façon, vous pensez à vous, je pense, en fait, comme on fait toujours quand on agit. La question, c'est surtout, en fait, comment, d'une certaine façon, l'autre va recevoir votre remarque, votre manière de faire ou votre décision. Voilà, parce que quand on décide quelque chose, il y a toujours d'autres personnes qui sont impactées. Alors, il y a une autre notion qui est ikigai, donc celle-là, vous en avez entendu parler. Il y a des savants traités. Alors, c'est une notion qui n'est pas japonaise, à la base. En fait, il y a des savants traités entre, je sais pas, la motivation, le temps dont on dispose et le talent qu'on a, quel est l'ensemble commun. Alors, ça marcherait très très bien, en fait, si la vie était rationnelle, ce qui n'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que quelquefois, en fait, on a plus besoin de gagner de l'argent que de développer son don. Quelquefois, on a plus besoin, en fait, de développer son don parce qu'on a 17 ans que de gagner de l'argent, surtout si on a des parents qui nous protègent, etc., etc. Donc, en fait, la véritable notion de ikigai, c'est simplement la raison de se lever le matin, c'est-à-dire quelque chose en fait qui grandit à l'intérieur de nous. Alors, personnellement, je trouve cette notion, quand elle est collée à la notion japonaise, plus importante, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez faire grandir en vous aujourd'hui? Faire grandir en vous, ça peut être votre gentillesse, de faire la vaisselle à la place de votre grand-mère, votre compassion, par exemple, parce que vous allez vous dire que vous allez faire un détour pour aller nourrir les chats du quartier, votre capacité au travail, parce que vous allez vous coucher plus tard pour accomplir quelque chose qui peut-être sera pour vous ou pas pour vous, votre exigence par rapport à votre profession ou à votre engagement, qu'est-ce que vous faites grandir chaque jour? C'est-à-dire que, vous voyez, sans jouer les Ignace de Loyola, ça serait important en fait qu'il faisait son examen de conscience comme chacun sait chaque soir, ça serait bien en fait qu'on puisse se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait grandir? En quoi j'ai fait la différence aujourd'hui? Comment je peux faire la différence davantage? Où est-ce que j'ai été courageux? Vous voyez, plutôt sortir les points forts que les points faibles, parce que autrement ça va tourner en fait à la séance de culpabilité, et ça sert à rien, puisque la culpabilité bloque en fait, au lieu de faire grandir, contrairement à ce qu'on croit. Donc en fait, regardez ce que vous faites grandir, et c'est ça en fait qu'il faut développer constamment.
Alors il m'en reste 2 et après j'ai fini. Wabi Sabi, donc vous avez aussi entendu parler de ça, c'est que c'est l'imperfection en fait des choses qui fait leur valeur. L'imperfection des choses qui fait leur valeur, ça veut dire que globalement on va préférer un truc qui est à nous, qui est usagé, un truc qu'on achète sur Vinted, un truc qui est de seconde main mais qu'on a trouvé beau, ou un truc qu'on a trouvé chez un antiquaire qui a appartenu à quelqu'un qui a une histoire, à quelque chose en fait qu'on achète parce que c'est grandiose, par exemple dans notre salon. En fait la question c'est accepter d'une certaine manière que nous on prend de l'âge et que les choses aussi prennent de l'âge et que justement en fait vieillir avec ces choses est une chose qui en fait va nous structurer en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'un être humain qui vieillit et qui n'est entouré que de choses neuves, vous voyez, de vêtements neufs, d'objets neufs, de choses qui viennent faire irruption dans sa vie, ne peut pas en termes de fréquence énergétique se sentir bien. C'est-à-dire qu'un être humain a besoin en fait d'avancer dans le temps avec ces choses, avec ces objets, etc. Donc au fond, si vous voulez, tout ce qui, d'une certaine façon, nous amène, voyez, dans le temps, est quelque chose d'extrêmement précieux. Vous voyez, j'ai une autre de mes étudiantes qui m'a dit comme ça, à propos de son chien qui était en train de vieillir, et moi aussi j'ai un chat qui vieillit, et elle m'a dit, c'est beau aussi de les accompagner dans la vieillesse. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que, en fait, le fait de voir qu'on peut gérer une vieillesse, une usure, et qu'on n'est pas obligé de remplacer. Alors évidemment, l'usure du lave-vaisselle, je veux dire, on ne va pas le voir positivement. Et encore que quelqu'un qui est capable de le réparer très très longtemps va forcément se sentir un être, enfin un demi-dieu quoi aujourd'hui. Donc en fait, le point qui est très important, c'est de voir qu'on vit dans un monde d'objets, et que ces mondes d'objets, en fait, ce sont nos choses. Et qu'en fait, prendre le temps d'apprécier et de vivre avec nos choses, de les imprégner de nos ondes, de vivre des choses avec eux, c'est aussi en fait ce qui va leur donner leur poids, leur saveur, leur qualité profonde dans nos vies. Voilà. Et je vais finir par le concept de Ma, qui est en fait l'espace qu'il peut y avoir, par exemple, entre deux notes de musique, l'espace de silence entre les choses. Donc ça, c'est exactement en fait ce qui structure les haïkus, c'est-à-dire que ce qui est très important, je pense, dans un haïku, et je suis pas la seule bien sûr à le penser, c'est que en fait, c'est pas de la poésie, c'est de la sensation qui est j'allais dire emprisonnée, encagée dans des mots. C'est-à-dire que quand on lit un haïku, tout à coup, en fait, on a des sensations, on a des perceptions. C'est comme si, j'allais dire, la vie sensible était retenue à l'intérieur des mots. Et en fait, Ma, ça veut dire qu'il y a un espace de silence, un espace de, j'allais dire, entre les choses, qui est aussi signifiant et aussi important que les choses. Vous voyez, vous vous reposez, vous êtes capable de travailler, vous faites du silence, vous êtes capable de jouer un morceau de musique ou de le chanter, vous réfléchissez à comment tourner une lettre, c'est aussi important, voyez, que de l'écrire. Au début de la papeterie de Tsubaki, qui est un excellent roman, si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus, il y a toute l'histoire de cette femme qui est écrivain public et qui fait aussi de la calligraphie évidemment, qui explique à quel point elle a besoin en fait de réfléchir à l'encre, au papier, au timbre même qu'elle va choisir en fait pour écrire quelque chose. C'est-à-dire que c'est très important tout à coup de savoir qu'on va prendre le temps d'écrire à notre manière notre vie, mais ça suppose en fait de laisser de l'interstice, voyez, de pas le remplir au maximum. C'est pour ça d'ailleurs que les intérieurs japonais sont relativement vides, parce que ça permet en fait de probablement laisser l'espace au rêve.